Alors, nous avons avec nous en ligne François Crépeau, qui est professeur de droit international public à l'Université McGill. Bon après-midi, Monsieur Crépeau. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Crépeau? Ça va bien, je vous remercie. Oui, alors expliquez-nous un peu, parce qu'on entend beaucoup parler de cet accord entre le Canada et les États-Unis qui pose de plus en plus de problèmes sous l'appellation de tiers pays sûrs. D'abord, expliquez-nous, c'est quoi cette entente-là en mots clairs? Oui. Alors, cette entente a été signée entre le Canada et les États-Unis en 2002, je crois, si je ne me trompe pas. L'objectif de cette entente, c'est de créer un système par lequel les demandes d'asile de la part d'étrangers qui ne sont ni américains ni canadiens, bien entendu, et qui arrivent dans un des deux pays par l'autre pays, de faire en sorte que ces demandes d'asile ne soient pas étudiées et que la personne soit immédiatement renvoyée dans l'autre pays. Donc, si par exemple quelqu'un qui arrive de la Syrie par les États-Unis, qui se présente à un poste frontière canadien, qui demande l'asile, cette personne va être immédiatement retournée aux États-Unis parce que l'entente prévoit que cette demande d'asile doit être étudiée aux États-Unis. Ça s'appelle une entente de tiers pays sûr parce que le Canada et les États-Unis estiment chacun que l'autre pays est un pays sûr pour les réfugiés et que donc, puisque le réfugié est passé, mettons, par les États-Unis, sa demande devrait être étudiée par les États-Unis. Maintenant, alors, on peut regarder l'entente vis-à-vis des lois internationales par rapport aux demandes d'asile, la Convention de Genève. Est-ce qu'il n'y a pas une quelconque entorse à la Convention de Genève? Ben, il n'y a d'entorse à la Convention de Genève que si l'autre pays, dans notre cas les États-Unis, n'est pas un pays sûr. Et on sait que le taux de reconnaissance du statut de réfugié pour certains pays diffère entre le Canada et les États-Unis. Et là, il pourrait y avoir, en effet, une protection inférieure aux États-Unis qui pourrait engager la responsabilité du Canada, mais c'est extrêmement difficile à prouver. Cette entente, elle a des limitations. Une des limites qui explique le chemin Roxham, dont on parle beaucoup, c'est le fait qu'elle ne s'applique qu'au point d'entrée officiel, donc au poste frontière. Alors, puisqu'on parle de chemin Roxham, professeur, oui, j'imagine qu'au moment de signer l'entente, le mot Roxham n'était pas du tout à l'ordre du jour et que chemin Roxham reste une incidence tout à fait heureuse pour les immigrants, pour les migrants voulant justement rentrer au Canada, mais que ça ne fait pas partie de l'entente. Exactement. L'entente ne s'applique qu'aux postes frontières. Donc, si un migrant passe entre deux postes frontières, l'entente ne s'applique pas. Donc, on ne peut pas renvoyer vers les États-Unis quelqu'un qui n'entre pas par un poste frontière officiel. C'est ça, c'est une des limites de l'entente qui n'était pas prévue au moment de sa signature. Les États-Unis ont été assez malins de ce point de vue-là parce que le Canada demandait depuis longtemps ce genre d'entente puisque l'immense majorité des demandeurs d'asile vont des États-Unis vers le Canada et non pas dans l'autre sens. Donc, c'est la très, très grande majorité des demandeurs d'asile qui traversent la frontière canado-américaine vont des États-Unis vers le Canada. Donc, les États-Unis n'avaient aucun intérêt à signer cette entente, puisque ça signifiait que c'est eux qui allaient recevoir la majorité des demandeurs d'asile que le Canada allait renvoyer. Mais, après les attentats du 11 septembre 2001,
le Canada était tout à fait prêt à collaborer avec les États-Unis pour la lutte antiterroriste, mais a demandé que l'entente fasse partie du package de collaboration, et les États-Unis ont accepté parce que sur l'antiterrorisme, ils voulaient la collaboration du Canada. Aujourd'hui, le Canada voudrait élargir l'entente à toute la frontière, de Victoria jusqu'à Halifax, et les États-Unis, pour l'instant, ne sont pas intéressés parce que, justement, ils ne veulent pas recevoir des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui ont quitté les États-Unis. Qui ont quitté le Canada? Pardon? Des demandeurs d'asile qui ont quitté le Canada, qui ont quitté le Canada, qui seraient refoulés aux États-Unis, c'est ça? Non, ben, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui sont aux États-Unis, qui arrivent entre les postes frontières, comme au chemin Roxham ou au Manitoba, et que le Canada voudrait renvoyer, mais actuellement ne peut pas. Or, les États-Unis ne sont pas intéressés à les recevoir, ces gens-là. Donc, les États-Unis n'ont aucun intérêt. On voit même que le gouverneur de DeSantis de Floride envoie des demandeurs d'asile vers New York, que le maire de New York, Eric Adams, paye des autobus pour envoyer des demandeurs d'asile au chemin Roxham, et on sait maintenant que le gouvernement du Québec veut que tous ces demandeurs d'asile aillent en Ontario. Donc, les États-Unis n'ont aucun intérêt à signer une entente qui verrait des dizaines de milliers de demandeurs d'asile revenir aux États-Unis et dont les États-Unis devraient s'occuper. Donc, pour l'instant, on ne voit pas d'ouverture politique pour que les États-Unis acceptent un élargissement de l'entente de tiers pays sûrs. Alors, mais à défaut d'élargissement, compte tenu que ça fait problème au Canada, surtout avec le Québec, est-ce qu'on peut tout simplement abolir l'entente? Qu'est-ce que ça prendrait pour abolir cette entente-là? Comme je crois comprendre, un accord vaut tant que les deux pays partis donc à l'accord s'entendent pour que l'accord continue à s'appliquer, quoi. Pour l'instant, aucun des deux pays n'a avantage à dénoncer l'entente. Ce que le Canada veut, c'est l'élargir. Les États-Unis sont très contents du statu quo, qui font qu'ils ne reçoivent presque pas de demandeurs d'asile du Canada. Et le Canada tient à l'entente et voudrait l'élargir. Donc, aucun des deux pays ne veut dénoncer l'entente, pour l'instant. Et dans ce cas-ci, c'est très clair que les États-Unis trouvent leur compte. Mais je me pose la question, est-ce que le Canada, n'incluant pas le Québec, ne trouve pas son compte dans cet accord, puisque le Canada veut, dans les prochaines années, augmenter le nombre de migrants ou d'immigrants jusqu'à 500 000 par année. Est-ce que c'est pas une façon pour le Canada de recevoir plus de candidats à l'immigration ici sur le territoire canadien? Oui et non. Le Canada a augmenté progressivement depuis 25 ans le nombre de résidents permanents qu'il accueille chaque année. On est rendu à 470 000. Dans 2 ans, on sera à 500 000. Ça a l'air d'avoir énervé tout le monde qu'on atteigne le demi-million, mais on augmente de 20-25 000 tous les ans depuis 25 ans. Donc, petit à petit, on a augmenté considérablement le nombre de résidents permanents qui vont arriver au Canada, mais le Canada prétend choisir ces résidents permanents. Or, les demandeurs d'asile sont des personnes qui arrivent sans qu'on les ait choisis au préalable. Donc, je ne suis pas sûr que le gouvernement canadien soit très content qu'il y ait tous ces demandeurs d'asile, puisqu'il ne les a pas choisis. Cela dit, ces demandeurs d'asile, d'après des études qui ont été faites au Québec, s'intègrent mieux que les immigrants au sens où ils ont plus rapidement un emploi, ils sont mieux intégrés dans la société parce qu'ils ont fui une situation et ils ont fui une situation qui était très dangereuse pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs parents, et ils ont envie de s'intégrer ailleurs et de créer un avenir pour leurs enfants. Donc là, on a une situation paradoxale dans laquelle on a des demandeurs d'asile qui vont devenir en grande partie des réfugiés, et même s'ils ne deviennent pas réfugiés, ils vont être difficiles à renvoyer chez eux de toute façon. D'une part parce que souvent la situation est trop dangereuse, même s'ils ne sont pas réfugiés, la situation est dangereuse, ou d'autre part parce qu'ils peuvent disparaître dans la nature. Donc ces personnes-là vont rester ici. Et donc, que font les États? Est-ce que ce sont des gens qu'on devrait accueillir de toute façon?
Moi, il me semble que c'est une source d'immigration qui est intéressante. Ce sont des gens qui ont vécu des choses difficiles et qui veulent trouver un endroit sur la planète qui va les protéger et dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir. C'est des gens qui en veulent, c'est des gens qui sont ce sont des gens qui démontrent de la résilience, qui démontrent de l'initiative pour avoir pu échapper aux menaces qui pesaient sur eux. Et donc, ce sont, à mon avis, des immigrants tout à fait désirables. Mais ce n'est pas comme ça que les gouvernements le voient. En général, ils voient les demandeurs d'asile plutôt comme un fardeau. On parle du burden sharing en anglais, le partage du fardeau, alors que c'est une responsabilité internationale de protéger les réfugiés, mais c'est aussi une opportunité. Or, cette opportunité n'est pas suffisamment, développée dans nos pays, et deuxièmement, elle n'est pas suffisamment présentée comme une opportunité. Mais professeur, ça, je trouve ça très dommage. Professeur, et c'est d'autant plus dommage que cette situation se présente au moment où les entreprises du Canada, mais aussi du Québec, crient famine dans le sens de la main-d'œuvre. Or, il s'agit d'une main-d'œuvre, disons, tout à fait justifiée, une main-d'œuvre qui est prête à mettre la main à la pâte. Malheureusement, on traîne justement de la pâte à leur permettre à ces gens-là de commencer à s'intégrer véritablement par le travail au Canada. Tout à fait. Alors là, quand même, les pays font face à un problème qui est un problème temporaire, qui est celui de savoir quel est le pays qui va prendre l'initiative d'ouvrir un peu plus ses frontières, d'accepter un peu plus de demandeurs d'asile, parce qu'évidemment, si les autres pays ne le font pas, eh bien, il risque d'y avoir une augmentation importante du nombre des demandes d'asile si tout d'un coup, ça se sait que le Canada accepte plus facilement les demandes d'asile. Donc là, il y a un problème de synchronicité avec d'autres pays, mais il serait, à mon avis, tout à fait souhaitable que des pays comme le Canada et les États-Unis, et on a vu que M. Biden a récemment promis une initiative sur les parrainages de réfugiés par des organismes communautaires ou par des groupes de citoyens, un peu comme le Canada le fait. Donc on voit qu'il y a une plus grande ouverture aux États-Unis par rapport à l'administration Trump, et il serait intéressant que le Canada et les États-Unis travaillent ensemble pour accepter un plus grand nombre de demandeurs d'asile et que ces personnes s'intègrent et bénéficient très rapidement d'un accès au marché du travail et puissent remplir les emplois que les entreprises appellent de leur vœu. On sait que les entreprises ont demandé qu'il y ait 100 000 immigrants par année au Québec, alors que le gouvernement du Québec veut maintenir son 50 000, qui paraît tout à fait insuffisant par rapport à la courbe démographique du Québec. Le Québec va encore perdre des pourcentages de la population canadienne et perdre évidemment des sièges à la Chambre des communes, mais aussi les entreprises québécoises sont, comme vous le dites, voudraient avoir beaucoup plus d'employés, être plus productives. Et donc, ça remplirait un besoin économique. Bien entendu, il faut s'occuper de l'intégration de ces immigrants, de ces demandeurs d'asile, de ces réfugiés, et ça, c'est un effort à faire de la part du gouvernement du Québec et de l'ensemble des Québécois pour offrir des cours de français, offrir des places de garderie, etc., pour que ces gens puissent s'intégrer du mieux possible et participer à la construction d'un Québec plus diversifié, plus ouvert et plus prospère. Professeur, est-ce que, en terminant, il n'y a pas un peu d'hypocrisie ou le langage de bois, ou en tout cas qu'on veut paraître politiquement correct, mais que, dans le fond, l'immigration a une couleur, parce que moi, quand on a fait notre premier cours de droit constitutionnel, on a appris que l'immigration avait un objectif tout simplement pour l'industrie, pour le travail. Maintenant, on semble distinguer des gens passant par le chemin Roxham qui viennent des pays qu'on connaît en difficulté en général par rapport à d'autres types d'immigration qu'on voudrait bien, des Français arrivant de France, etc., ou des Syriens, entre autres. Est-ce que l'immigration, en quelque sorte, n'a pas une couleur, ce qui ne se dit pas normalement?
Je partage votre sentiment. Je pense que c'est vrai dans la plupart des pays du monde qui attirent l'immigration. La manière dont l'Afrique du Sud traite les immigrants d'autres pays africains, par exemple, est souvent pitoyable. La manière dont la Malaisie traite des immigrants des pays asiatiques voisins est souvent pitoyable. La manière dont l'Europe traite des immigrants provenant d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, de Turquie est souvent pitoyable, et l'Amérique du Nord ne fait pas exception. Je pense qu'il y a dans tout ça effectivement une part de discrimination et que c'est quelque chose contre lequel il faut se battre, il faut lutter contre cela. Il y a un progrès assez énorme qui a été fait par rapport aux années 40, 50, 60 dans lesquelles la discrimination était officielle. On voulait des Européens et pas des Africains, c'était sûr. Là, aujourd'hui, on prétend vouloir des gens qui ont des compétences, et évidemment, les compétences sont reconnues surtout pour des gens qui viennent des pays développés. Il y a encore des éléments discriminatoires. Il y a un travail qui se fait. Je pense qu'il y a un travail beaucoup qui est fait par des organismes communautaires, il y a un travail qui est fait par des organisations internationales, et je pense qu'il y a un travail qui est fait à l'intérieur des gouvernements pour essayer de rétablir une réelle égalité des chances entre l'ensemble des immigrants. Mais on a encore du chemin à faire et il faut encore se battre. C'est sûr qu'on n'a pas gagné la guerre encore. François Crépeau, professeur de droit international public de l'Université McGill. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Ça me fait plaisir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.